Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence de cette nouvelle édition de Virtua Livre. Donc aujourd'hui, le thème c'est le voice acting amateur à tous avec l'équipe de Dubster qui est avec nous. Donc vous êtes quatre, c'est assez rare quand il y a un nombre un aussi grand nombre de participants. Donc bonjour à vous quatre. Alors j'avais ouvert une fenêtre. Attendez, comment ça se fait Vous êtes que... Voilà. Il y a Euh, pas de souci. Excusez-moi, il y a eu un petit aléa. De toute façon, je pense que on n'est plus à ça près depuis le début de de ce salon. Donc nous sommes en compagnie de Canary Raspberry, Nalomi, Wanu et Leiliones. Je sais pas si j'écorche vos noms, je suis désolé. Donc, Non, c'est bien, c'est parfait, la jeunesse. donc, Canari, Nalo. bonjour à vous tous. Est-ce que vous voulez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Eh bien, pas de souci, du coup, je commence. Alors, bonjour à tous, je suis Canary Raspberry, Je dis mon âge ou pas? Si Comme tu tu veux, veux. c'est comme plaisir. Écoutez, j'ai 24 ans et je suis illustratrice en freelance et je suis actuellement étudiante en école de théâtre et je suis la rédactrice en chef et du coup aussi, je suis, comment on dit, la designeuse du magazine Dubster. D'accord. Du coup, à toi, les Ok, Yacht. Moi, c'est les Younes. Je suis ingénieure son et voix off à la radio. Et du coup, je fais l'article des tutos sur Napster. Voilà. D'accord. Bonjour tout le monde, c'est Wanou. Écoutez, je suis professeure des écoles, ça n'a rien à voir. Mais je suis chanteuse amatrice, chanteuse et doubleuse amatrice. Et je suis accessoirement une des responsables de communication sur Dubster et une rédactrice d'un des articles sur Dubster. Bonjour à ceux qui arrivent. Ouais. Voilà. Oh, Et Ansel, est-ce que tu pourrais muter ton micro, s'il te plaît? excusez-moi, c'est pas professionnel, mais bonjour Fifi. Ok, vas-y, excusez-nous. Vas-y, Valérie. Et donc moi, c'est Nalomi, j'ai 19 ans, je suis toujours étudiante en lettres. Et donc sur Internet, je fais un petit peu de doublage amateur, plutôt chez les autres, parce que j'ai pas la patience de mener des projets au bout. Et sur Dubster, je m'occupe de la bêta lecture. Donc la personne un peu chiante qui aime bien vérifier les fautes d'orthographe, c'est moi. Et depuis peu, je gère aussi le Twitter de Dubster. D'accord, d'accord. Donc, on va commencer par une première question pour débuter ce sujet. C'est comment définiriez-vous Dubster? Alors, ah bah super, il y a personne qui part à ce moment-là, très bien. Alors, il va falloir vous y faire à ce bruit-là parce que ça va être routinier. Donc, si vous vous mettez à réagir à chaque fois qu'il y est. Ok. Ouh. Alors, comment définiriez-vous Dubster? Eh bien, en fait, Dubster, c'est un web magazine qui est disponible gratuitement sur un blog qui traite du voice acting amateur sur Internet et qui est du coup à la portée des personnes qui pratiquent le doublage amateur, ainsi que bah, les amateurs simplement enfin les spectateurs plutôt, je dirais, ainsi que bah, tout simplement les néophytes ou les curieux qui sont tombés dessus purement par hasard et voilà. À tous, à D'accord. toute la famille. Et à tout âge aussi. À tout âge, d'accord. Euh, c'est tout? Ok, bon, on va enchaîner vers la deuxième question. Euh, Ah oui. comment l'aventure Dubster a commencé? Alors, ça a commencé sur. Alors, c'est moi qui suis à l'initiative du projet. En fait, c'est venu d'un constat que j'ai eu en commençant le fandub, c'est que en fait, il y a, pour le fandub en tout cas, il y a. Alors, je précise, fandub, c'est doublage amateur, juste pour clarifier. Exactement. Du coup, dans le milieu du fandom, en fait, il y a plusieurs groupes distincts, différents, qui font souvent du doublage entre eux, mais il n'y avait pas, entre guillemets, de plateforme qui permettait de réunir tout le monde, quoi. C'était vraiment tout le monde, chacun pour soi, littéralement presque. Et je trouvais ça triste et dommage. Donc, en juillet 2017 ou 2018, je ne sais plus. Bref, pendant un été, j'avais commencé par ouvrir pardon, un forum qui s'appelait du coup déjà Dubster. Mais malheureusement, il n'a pas rencontré de succès parce que bah, malheureusement, les forums aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Et Hmm. donc, je me suis remis en question. Je me suis dit, quel format pourrait correspondre aujourd'hui? Et en fait, pour la petite histoire très mignonne, un jour, je suis rentrée comment ça s'appelle? Un bar à tabac, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Un bar tabac, oui. Enfin, un tabac Et presse.
Voilà, et en fait, il y avait un stand avec des magazines, et j'ai vu qu'en fait, il y avait des magazines sur plein de sujets différents, mais genre la mode, la pêche, tout ça, tout ça. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais au fait, pourquoi il n'y a pas de web magazine sur le doublage simplement? Et enfin, il y en a un qui s'appelle la Gazette du doublage, qui est sur le doublage pro, mais pour le doublage amateur, il n'y a rien du tout. Et j'ai aussi fait le lien avec, comment il s'appelle ce forum pour Métophonie. les Tophonics, merci. Donc j'ai fait le lien avec Metophonix et je me suis dit, et si je lançais un web magazine sur le doublage? D'autant qu'il y a quelques années, dans une école, j'avais géré le journal de l'école, donc je me suis dit, bah écoutez, YOLO. Voilà. Donc bah, j'ai fait un petit message sur Twitter en demandant est-ce qu'il y en a qui sont intéressés, et il se trouve que les 3 personnes qui se trouvent avec moi ont répondu à l'appel, ainsi que d'autres personnes qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui avec nous. Et bah, du coup, on s'est lancé dans le truc, et puis c'est comme ça que Dubster est né. Voilà. D'accord. Alors, quelles ont été les principales contraintes que vous avez rencontrées durant la conception? On avait peut-être des choses à rajouter. Ah, mea culpa, désolé. Il n'y a pas de mal, il y a pas de mal, mais il y a pas de mal. C'est juste, oui, t'avais un truc à rajouter, allez-y. Juste parler effectivement de. Vous avez eu l'expérience de la rédactrice en chef qui allait chercher des gens pour compléter son équipe. Et on voulait vous donner aussi le point de vue des gens qui ont été cherchés pour compléter l'équipe. Je ne sais pas trop comment on vous a vendu l'idée de Dubster. Moi, c'était de toute façon Gaï qui m'a vendu l'idée. Si tu as envie de répondre d'abord. Bah ouais, ça fait du coup un an juste un an qu'Anna avait posté un tweet sur la création d'un journal, juste avec un d'animation de base. Et, et en fait, bon, ayant l'habitude de travailler avec elle, je me suis dit, allez, on est reparti pour l'aventure. Ouais. Et du coup, la conception de Dubster s'est faite un peu en cherchant les personnes et en cherchant surtout ce qu'elles pourraient apporter au journal. Donc, certaines personnes proposaient de pouvoir rédiger des articles, d'autres plutôt de faire la communication. Comme on avait déjà du côté des designers, on n'a pas trop dû chercher de ce côté-là, heureusement. Parce que c'est moi qui ai tout fait, du coup. C'est un peu le département le plus affreux à chaque fois, c'est un des plus terribles où chercher des gens pour faire du freelance. Oui, malheureusement. Et puis on a cherché des gens qui pouvaient aider ceux qui avaient des difficultés en rédaction, ce genre de choses. On a cherché vraiment des personnes qui pouvaient se compléter, qui pouvaient travailler ensemble de façon harmonieuse, on va dire. Oui, puis aussi, on a un petit peu cherché selon les disponibilités de chacun. Parce que, par exemple, enfin, je prends mon exemple très égocentré, mais vu que je suis toujours en études et même en prépa qui me prend énormément de temps, j'ai pas non plus le temps de passer des heures et des heures à rédiger un article, à aller chercher toutes les infos et à réfléchir et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis occupée de la bêta lecture. Et puis, même au sein de la bêta lecture, on a une équipe de bêta lecteurs. Et vous vous rappelez, on avait fait en tout début, on avait fait en interne en fait une maquette test, donc où c'est moi qui avais été interviewée, c'est un fan-dub de Canary qui a été critiqué, etc. Qu'on a juste gardé en interne pour pouvoir tester, voir ce qui allait, ce qui allait pas. Et au moment de la bêta lecture, Cana nous a dit bon bah ok, lisez et puis faites toutes les remarques qui vous viennent à l'esprit. Et selon le type de remarques qui étaient faites, donc bah, j'ai été attribuée à la critique, enfin à la bêta-lecture de l'orthographe, la grammaire et tout ça. Cobalt était plutôt sur l'aspect est-ce que ce qu'on écrit peut être problématique ou pas, ou est-ce que ça peut heurter les sensibilités ou tout ça, etc., etc. Et oui, au niveau de la rédaction des articles, ça s'est aussi un petit peu déroulé de la même façon, je dirais. Oui. Enfin, par exemple, Leï, de par son métier, a beaucoup de conseils à donner, donc c'est pour ça qu'elle se charge du tuto, etc. Puis aussi après, je précise pour le reste du coup. Par exemple, c'était pour la critique, je crois, et pour l'interview, on avait aussi fait des roleplays aussi. Et puis pareil aussi pour la communication, genre pour les réponses et messages, pour voir comment on pourrait gérer l'équipe communication, voir qui ferait quoi par rapport aux réseaux sociaux, réponses et messages aussi pareil. On avait fait des roleplays pour savoir comment chacun gérait, etc., etc. Et bah, je laisse quoi nous continuer, parce que c'est l'équipe qui s'en occupe. Parce qu'on déborde peut-être un peu sur les contraintes et ça permettra de nous avancer un peu. On avait fait cette maquette à la base pour prévenir la plupart des contraintes, pour voir, attribuer déjà les rôles aux personnes qui faisaient partie de l'équipe, qui est-ce qui irait plutôt là où ça leur conviendrait le mieux, en fonction donc de leur disponibilité, de leur talent, de leur savoir, de leur contact aussi. Et de savoir tout ce qui est à l'origine de l'organisation du journal, comment est-ce qu'on allait travailler ensemble. Est-ce qu'on allait utiliser un logiciel? Est-ce qu'on allait se baser uniquement sur des Google Docs, ce genre de choses.
Mais on va en parler plutôt lors des contraintes. Là, ça va être. Oui. Ouais, parce que là, on Bah, a des contraintes. Ouais. déjà, ça répond un peu à la question que j'avais prévue juste après celle des contraintes, c'est comment vous y avez pallié. Ah, On a encore beaucoup d'autres à vous ouais. raconter. Non mais faut pas parler en même temps. Faut pas, Pardon. faut pas parler en même temps que moi par contre. Ça c'est. Du coup, donc je disais, en plus, ce que vous dites par rapport à la maquette, ça répond en partie à la quatrième question que j'avais prévue, c'est-à-dire comment avez-vous pallié à ces contraintes, c'est-à-dire que vous avez fait cette maquette pour voir un peu comment les anticiper. Mais du coup, oui, du coup, en faisant les choses dans l'ordre, quelles ont été les principales contraintes rencontrées durant la conception? Alors, les principales contraintes, je dirais, ce serait d'abord, comme j'avais dit précédemment, de se mettre tous d'accord sur qui fait quoi. Hmm. Parce que ça, même encore aujourd'hui, encore récemment, on a changé la façon comment dire, de travailler et puis de créer le journal. Parce que même, malheureusement, il y a des personnes qui ont eu un rôle pendant 6 mois, par exemple, mais qui très vite ont une baisse de motivation. Il n'y a pas de mal à ça, ça arrive à tout le monde. Puis aussi des gens qui avaient des problèmes personnels, et aussi des gens qui avaient juste des problèmes de temps. Donc encore aujourd'hui, en fait, je pense que même le journal, là, il est pas dans sa version définitive. Je pense que je vais citer Walt Disney quand il parlait de Disneyland, c'est que le parc ne sera jamais fini. Je pense que pareil, le Dubstep sera jamais fini. On va encore évoluer, encore et encore et encore. Du coup, comme je disais, on a ces problèmes ces contraintes plutôt de changement de team, etc., etc. Ensuite, je dirais qu'on avait des contraintes plutôt matérielles, dans le sens où on a mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver les sites qu'on utilise aujourd'hui. Parce que par exemple, on utilise Notion pour gérer le journal. Et déjà, il fallait apprendre aux gens à utiliser Notion. Il fallait nous-mêmes qu'on s'adapte au site. Pour ceux qui ne savent pas, fait de Notion, je précise, c'est un site qui permet en gros de, comment dire, gérer son temps. Enfin, C'est une façon, voilà, les informations, de gérer les emplois du temps en équipe. Vraiment, c'est imaginer une sorte d'emploi du temps où vous pouvez tous interagir et sur lequel vous pouvez mettre tous vos documents regroupés. C'est comme une sorte d'énorme classeur D'accord. voilà, qu'on peut gérer à plusieurs. et c'est en numérique. Voilà, et du coup, voilà, il fallait apprendre ça parce qu'en fait, de base, en plus, on était sur Trello, qui est un autre site un peu plus accessible, entre guillemets, parce que, enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve que Trello est plus facile à utiliser, mais Notion est un peu plus pratique à côté, donc voilà. Voilà, puis après, on avait aussi le souci de trouver un site qui permettait de diffuser la maquette, ça fait un temps fou. Finalement, on est allé sur Anyflip, mais on est passé par je sais pas combien de centaines de sites. Voilà, puis bon, après, c'est des problèmes classiques, hein, les sites web, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, il fallait aussi gérer les réseaux sociaux, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on faisait sur Twitch, etc., etc., par exemple. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment que des contraintes matérielles qu'on a eues, en gros. Après, Mais oui, ce que je dirais, oui, vas-y. enfin, déjà, une difficulté, c'est qu'on est une équipe vraiment nombreuse. Donc, pour gérer une équipe nombreuse, même si on met beaucoup de temps entre les numéros pour avoir le temps de gérer les imprévus et des départs en vacances, et ah non, je peux pas, j'ai un truc de prévu, ah non, une réunion, ah bah non, je peux pas, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de temps entre la publication de 2 numéros. Ah oui. Et je voulais aussi rebondir sur. On a eu pas mal de soucis avec la communication, Ouais, je parce que, oui, enfin, pendant, oui, pendant presque un an, en fait, on a pas mal tâtonné pour essayer de savoir comment attirer du monde sans, de rendre en fait tout autour de Dubster agréable. C'était, oui, vraiment, c'était le département communication. On a à savoir 4 grands départements sur le journal et on a eu des problèmes sur chacun d'entre eux. Sur le design, encore, c'est celui que tu as besoin de retour, c'était encore celui qui avait posé le moins de soucis. Ouais. On avait le département rédaction où il y a les soucis éventuels de comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on cherche les informations, sur quel support, où est-ce qu'on met les brouillons, qui s'occupe de quoi. Enfin, il y a les bêta lectures, on a eu des soucis de évidemment qui relit quoi et comment c'est fait, et chacun a une façon de relire différente. Donc c'est pareil de la coordination, mais tout ça relève d'une chose qui était un problème du département communication, c'était la communication interne, où on avait énormément de mal à s'accorder et à se dire ce qu'il fallait. Déjà pour des soucis de confiance, en fait, déjà de base entre les membres, où on se connaissait pas tous forcément. Nous quatre, on se connaît plutôt bien parce qu'on travaille plutôt
ensemble relativement souvent, mais il y avait des personnes qui ont été recrutées, qu'on connaissait nous, des personnes qu'on connaissait nous. Ah, attends, excuse-moi. Philippe, est-ce que tu pourrais te muter, s'il te plaît? Philippe, est-ce que tu pourrais te muter, s'il te plaît? Bon, eh bien, je te mute serveur. Je crois que ça. Je crois que non. Oui, tu peux peut-être le muter. Ah, attends. Rendre mieux sur le serveur. Parfait, merci. Non, non, pas de souci. La communication interne, oui, les affinités, effectivement. Le fait qu'on ne se connaisse pas forcément, on ne parle pas forcément des choses qui fâchent. Et aussi, chacun voulait gérer un peu son département à la fois, donc chacun avait son tempo, son emploi du temps, et respectait pas forcément l'emploi du temps du journal. Et c'était là, donc ça c'est les soucis de communication interne, et après la communication externe, c'était savoir qui est-ce qu'on va communiquer, à qui on va parler du journal. Stratégiquement, je pense pas on est quelqu'un dans le journal qui soit vraiment euh, pro de la communication. Non, en fait, aucun de nous, en fait, n'avait fait des études de com ni quoi que ce soit, donc c'est clair que c'est la plus grosse lacune, je pense, en ce moment, la communication externe, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et encore, on progresse. On commence à pas capter comment ça fonctionne. Donc, savoir avec qui on pouvait communiquer, les affiliations, comment on appelle ça, les alliances, non? Les associations. Les partenariats. Les partenariats. Avec quelle équipe on ferait des partenariats? Qui est-ce qui refuserait les partenariats? Comment est-ce qu'on tenait compte de tout ça? Bref, ça a été un sacré challenge. Du bout en bout, ça en est toujours un. Ouais. Mais encore une fois, on progresse, on commence à s'en sortir là. On commence à avoir tout le monde, etc. Mais déjà, je pense qu'on a résolu presque intégralement les soucis de communication interne, je dirais. Ouais. D'accord. Mais oui. Je crois qu'on a soulevé tous les soucis. Oui, C'est de la conception. Ouais, ceci. Voilà. D'accord. Donc la quatrième question, ça devait être comment avez-vous pallié à ces contraintes, mais du coup vous aviez répondu en partie, c'est-à-dire que vous avez, par rapport à cette maquette dont vous avez parlé auparavant, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont permis de pallier aux contraintes rencontrées durant l'évolution du magazine? Nathalie, vas-y, commence. Oula. Déjà, ce qu'on a commencé à mettre en place par rapport à ces soucis de communication interne, c'est un peu de temps après la sortie de chaque journal. Bon, d'abord, on a un petit peu de pause parce qu'il faut bien se reposer des fois. Oui. Parce que souvent, à la fin, c'est vraiment le rush. Mais ce qu'on a commencé à mettre en place, en fait, c'est des réunions, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, où on pose chacun des problèmes qu'on a rencontrés dans le journal, qu'on essaye de se demander, OK, on a rencontré tel problème, pourquoi on a eu ce problème, comment est-ce qu'on peut le résoudre. Euh, donc oui, déjà, je pense que ces bilans, ça nous aide pas mal à essayer de corriger nos erreurs de parcours, étant donné que parmi toute l'équipe, il n'y a personne qui est vraiment professionnel dans le milieu du journalisme ou de la communication. Donc, on n'a pas vraiment d'expérience dans comment réaliser un journal, comment réaliser une maquette et tout. Vraiment, on tâtonne, en fait, on tâtonne toujours. Oui. Pardon, si je peux te dire, parce que moi j'ai déjà fait un journal d'école, donc je savais un peu comment ça fonctionnait, mais quand même, voilà quoi, je tâtonne encore un peu aujourd'hui quand même. Tu peux revenir, vas-y, excuse-moi. Donc oui, déjà, on a cette histoire de bilan qu'on a à la sortie de chaque journal. Au niveau de la communication, on s'est très très vite rendu compte que juste faire de la communication sur Twitter en disant bon, bah, bientôt le journal va sortir. Au fait, on aimerait bien que vous remplissiez notre formulaire pour apparaître dans le journal. On s'est rendu compte en fait que ça n'intéressait personne. Parce que la contrainte dont on n'a pas forcément parlé, c'est que vu que le journal sort une fois tous les 3 mois, euh, en fait, en 3 mois, on a très facilement le temps de se faire oublier, en fait. Ouais. Donc déjà, le souci, c'est que pour fidéliser les lecteurs, on a ce problème que une fois tous les 3 mois, c'est long, donc il faut trouver quelque chose à faire, à faire entre les numéros qui sortent. Du coup, on a commencé à essayer de rendre... Déjà, dans un premier temps, on a essayé de faire de temps en temps des petits lives pour redynamiser. Exactement, redynamiser l'entre-deux journal, si je puis dire. Puis fidéliser aussi un petit peu. C'est ça. Et aussi pour que ceux qui ne nous connaissent pas forcément de façon personnelle,
puissent savoir un peu comment on est en dehors du journal, etc. Sauf que pareil, vu qu'on est une grosse équipe et qu'on est pas mal occupé, il faut toujours trouver moyen de réunir quelques personnes pour faire des lives et quelques personnes qui ont eu un minimum de connexion pour pouvoir diffuser un live. Donc ça, c'est aussi une autre contrainte. Et donc on s'est rendu compte que on avait toujours un souci, c'est que notre Twitter n'était pas du tout attrayant en fait. Enfin, notre Twitter se limitait à de temps en temps un tout petit partage de nos projets personnels ou alors bon bientôt le journal sort, bon il nous faudrait un formulaire, bon bientôt on est en live et c'était chiant. Tu connais, c'était chiant, c'était infernal. Donc on a commencé à se dire que vu que dans Dubster on fait de la pub pour des fandubbers, on commence en fait donc avec l'équipe et surtout moi qui suis un petit peu les mains de de ce Twitter. Euh, En fait, on commence régulièrement à faire la promo sur Twitter de ceux qui sont déjà apparus dans le journal. Quand on voit des espèces de news liées au doublage, on en fait la promotion par le Twitter directement, donc un petit like ou un petit retweet, ce genre de truc, histoire que quelqu'un qui arrive sur notre Twitter ne voit pas que les annonces, mais qui voit aussi quelque chose autour euh, qui est un petit peu éloigné du journal dans le sens où ça ne suit pas la publication du journal, juste après. Et, et en même temps, ça touche quand même au sujet du journal, étant donné que ça reste du voice acting amateur. Mais ça revient à l'intention du journal de base de créer une communauté autour du doublage. Donc, si on relaie les informations et si on aide des plus petits fandubbers à se faire découvrir, et si on permet d'être cette surface de découverte, on va dire, ce serait bien. Et du coup, j'en profite aussi pour rebondir. Comme on disait tout à l'heure, le journal sort tous les 3 mois, donc déjà au niveau communication, c'est compliqué. Mais il y avait aussi un truc qu'on a changé très récemment, qui est les articles qui parlent de sortie de fandub, mais surtout de publicité, pardon, publicité ou possibilité de faire, avoir comment dire, un panneau d'affichage, par exemple, pour les annonces. Par exemple, si quelqu'un cherche un comédien ou un technicien. C'est-à-dire qu'en fait, ces derniers mois, malheureusement, on avait de moins en moins de projets proposés. On avait beaucoup de fandub, mais pas beaucoup de demandes de casting, ce genre de choses. Donc, du coup, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé l'article et on a tout mis directement sur le blog. Comme ça, les annonces sont éditées en permanence. Et moi, déjà, l'attente de 3 mois. Voilà, il n'y a plus l'attente de 3 mois qui pouvait bloquer certains parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, par exemple, moi, si demain je fais un petit fandub, je vais pas avoir envie d'attendre 3 mois pour que l'annonce elle sorte, puis ensuite, durant 3 mois, attendre bêtement comme ça, j'aurais envie de faire le truc qui sort direct et puis qui reste, je sais pas moi, genre un mois minimum par exemple. Là, du coup, par exemple, on a un palier comme ça, et puis voilà. Et puis on en revient aussi à ce problème qu'en 3 mois on est oubliable. Parce que déjà, faire un casting, comme le disait Kana, faire un casting qui peut se dérouler sur 3 mois, c'est vraiment extrêmement long. Et au début, en fait, on se rendait compte de cette contrainte, mais on pensait pas qu'elle était si importante parce qu'on se disait, au pire, on a moyen de gratter un petit peu les castings qui vont être autour de la sortie du journal. Par exemple, si quelqu'un lance un casting une semaine avant la sortie du journal, il peut nous envoyer un message, etc. Sauf que on s'est rendu compte que vu que pendant 3 mois, c'est pas qu'on est en silence radio, mais presque, les gens ne pensent pas forcément à envoyer un message à Dubster pour apparaître dans le journal, etc. Donc oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, on s'est dit qu'avoir un article dans le journal, ça ne servait juste à rien, à part à nous rajouter le stress de «Oh là là, on a un article, mais il est vide et tout». Du coup, c'est pour ça qu'on a tout... C'était la pire peur. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a tout déplacé sur le blog, en fait. Comme ça, n'importe qui peut envoyer une annonce n'importe quand. Et donc, il suffit d'aller voir sur le blog pour voir s'il y a des annonces en ce moment, etc. T'as quelque chose à rajouter là, You, c'est bon? Non, c'est tout dit. Ok, très bien, par ensuite. Parfait. Ça n'a Non. non, ça fait partie des contraintes. Après, il y a peut-être déjà dit au niveau des... il y a peut-être cette aussi une contrainte que tu étais la seule à avoir avec Navras. Ouais. C'est que les 3 gros articles du journal, c'est l'interview, la critique et le tutoriel. Mais l'interview, donc on a un seul intervieweur qui interviewe des invités qu'on choisit et tout. Au niveau du tutoriel, c'est elle qui le fait presque toute seule, juste elle nous demande 2-3 conseils quand elle a besoin de compléter. Mais ouais, le souci que tu as avec la critique,
c'est que on a deux personnes qui rédigent la critique, vu qu'elle est rédigée sous forme de dialogue. Donc peut-être que tu peux expliquer les contraintes que tu as eues par rapport à Ça ça. aussi, ça a été la conception. Ça fait partie de la conception et de comment c'est réparti les rôles. On en revient toujours à cette contrainte-là. C'est un des gros problèmes qu'on a rencontrés. C'est qu'on était deux après à faire des critiques. On s'était dit, on va pas faire deux critiques dans le journal. Ça serait quand même rébarbatique. Je ne sais pas exactement ce mot-là. Bref, on s'est coordonnés pour effectivement écrire à deux, ce qui rajoute une difficulté en plus. Euh, mais au final, on s'arrange comme on peut. Et effectivement, le fait qu'on ait un délai de 3 mois, ça nous arrange pas mal. Mais les 3 mois sont nécessaires, on va dire, que ce soit pour les idées, pour trouver. On découpe la durée des 3 mois un peu comme ça. On cherche d'abord, d'abord, on a un temps de repos. En vacances, après la sortie, peut-être une semaine ou deux, je me souviens plus, c'est une semaine. C'est 3 semaines. Non, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Attendez, je vais regarder sur Google Agenda. C'est 1 à 2 semaines de repos avant de reprendre les activités et après on aura peut-être 2 semaines, d'accord, c'est confirmé. Et après on aura une période où on cherche vraiment les idées des articles. Donc on va chercher les 3 articles principaux, donc l'interview, le tutoriel et la critique. Pour le tutoriel, on est plutôt calé, on a plutôt pas mal d'idées. Oui, parce que c'est vrai que dès le tout début de Dubster, on s'est dit, bon, alors pour le tutoriel, on va avoir besoin d'idées. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé plusieurs grandes thématiques qui vont se découper en 4 tutoriels. Et peut-être que tu devrais expliquer le tutoriel, parce que c'est un peu ton article. Bah, du coup, au niveau du tutoriel, on a déjà fait une grande liste par rapport à tout ce qu'on fera à l'avenir, du coup. Et bon, bah, à chaque rédaction, on fait déjà un plan, on met par rapport à tout ce qu'on met, les idées, les points et tout et tout. Et par la suite, tu as la rédaction, brouillon, et puis ensuite, du coup, tu as les lecteurs qui passent dessus. D'ailleurs, il faut savoir que je crois qu'au niveau du tutoriel, on en a pour 6 ans, je crois, de. Je me souviens que c'est 6 ans, c'est pas T'es sûr? Ok, bah, on a 10 ans de tutoriel. Donc, soit on a ça sur 10 ans, c'est. ouais, voilà. Donc, on attend. Dans 10 ans, en fait, dans 10 ans, on en aura encore des articles de tutoriel et tout, donc c'est cool. Voilà. Donc les idées de la passion, c'est vraiment pas le problème. Voilà. Et ça, c'était l'une des contraintes qui a été très vite balayée. Mais voilà. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ah, pardon. On a rigolé en même temps, excusez-nous. Voilà, ne parlez pas tous en même temps, c'est pas pour moi, c'est surtout pour ceux qui assistent à la conférence, c'est mieux. Désolée. Excusez-nous, les gars, on est énervés. Des 4 poules sur le canapé. Ah, donc oui, effectivement, on n'a pas de souci pour rédiger les articles, c'est juste un souci de temps, donc le temps de trouver les idées et la rédaction qui est assez large pour que justement on pallie à ces soucis d'emploi du temps. Puis vient la bêta lecture qui reprend de toute façon toujours, c'est cyclique en fait, on va relire un truc, puis après on va refaire, Oui, c'est ça. on va reprendre une idée qui n'était pas la bonne En fait, à partir du moment où la première version de chaque article est terminée, on commence une espèce de navette. Donc, généralement, on reçoit une petite mention sur Discord nous disant ça y est, on a fini l'article, il faudrait le relire. Donc, on le relit, on vérifie les fautes, on vérifie s'il n'y a pas quelque chose d'un peu hasardeux, on vérifie si, quand la maquette est terminée, enfin, la première version de la maquette est terminée, on vérifie si la mise en page est bien lisible, on vérifie si, quoi d'autre? Si l'organisation de l'article est bien claire, etc. Même si généralement, à ce niveau-là, vous Ça, on êtes a fait. Mais donc à partir de là, quand on met nos commentaires, nos modifications et tout, on renvoie entre guillemets l'article au rédacteur qui vont appliquer nos modifications, puis on va relire, etc. jusqu'à ce que ce soit le plus irréprochable possible. Finalement, non, je crois qu'on a petit verre un peu. Ouais, je crois qu'on a fait On a fait tout. toutes les contraintes ont été données là, je pense. Et les façons dont on a essayé d'établir. Oui, voilà. C'est ça. Ok, d'accord. Donc on en vient à la question suivante. C'est qui? Ah putain, excusez-moi, je m'étais mute pour éviter de déranger. Parce qu'en plus, il y a l'alarme de mon téléphone qui a résonné. Veuillez m'excuser. La prochaine question, c'est comment voyez-vous votre évolution et que prévoyez-vous pour la suite de Dubster? Alors,
déjà, on prévoit du coup de relancer surtout la communication, parce qu'au niveau du journal, pour l'instant, on est plutôt stable, etc., etc., donc il n'y a pas de souci. Oui, t'inquiète pas, ouais, moi j'ai vu. Donc du coup déjà premièrement en fait alors j'en profite pour teaser un gros projet qu'on prévoit depuis quelques semaines et qu'on espère lancer pour cet été, qui est qu'en fait on voudrait lancer une espèce de compétition parmi les lecteurs afin de comment dire pas simplement de relancer l'esprit enfin comment dire de relancer la communauté, de fidéliser davantage et de permettre aussi d'avoir des activités en dehors de la sortie du journal, etc., etc. Donc ça se présenterait, ce serait quelque chose, un, deux, trois, pardon, ce serait quelque chose de totalement amical, etc., bien sûr, et puis qui j'espère permettra à certains de s'amuser avec le doublage, parce que pourquoi pas. Oui, donc en fait, l'idée de cette compétition, c'est qu'on proposerait plusieurs mini-jeux où deux équipes s'affronteraient en fait. Voilà, et en fait, ce serait par exemple, on a commencé à faire quelques petites pistes, je peux donner les pistes. Ok, on a fait quelques pistes, par exemple, l'année dernière, on avait organisé comment ça s'appelle? On avait fait un Inktober. Pour ceux qui savent pas, l'Inktober, c'est pendant le mois d'octobre, chaque jour, on doit faire un dessin ou une autre œuvre, qu'importe le support. Et tout ça pendant tout le mois d'octobre, une fois par jour. Et donc, on avait fait proposer ça et on s'était dit que ce serait sympa de le mettre dans le principe de la compétition. Puis pareil, on avait prévu aussi de mettre par exemple des énigmes, ou alors quand on fait des lives avec des mini-jeux comme un loup-garou par exemple, les vainqueurs du loup-garou gagneraient des points, ce genre de choses. Et enfin, en tout cas, voilà, ça c'est encore au stade brouillon. On va sortir ça, on va essayer de sortir ça rapidement. Mais en tout cas, voilà, on espère faire cette compétition et que bah, du coup les deux billes, comme on les appelle, ce sont les lecteurs du journal, s'amusent avec tout ça. Et puis voilà. L'idée, c'est vraiment une sorte de coupe des maisons, on avait appelé ça. Ouais, la coupe comme dans Harry Potter en fait. Sauf que là, il y a deux maisons et pas quatre. Voilà, et donc les deux maisons, au fur et à mesure des jeux, on organiserait entre les sorties des journaux, accumulerait des points, et au fur et à mesure qu'ils accumulent des points, il y a des goodies qui sortiront, ou alors des avantages. Alors en fait, c'est genre à la fin de l'année, celui qui a le plus de points gagne. Et bon, on n'est pas encore sûr des prix pour les gagnants, mais en tout cas, en fait, on espère, si possible, pouvoir leur offrir, par exemple, je sais pas, des petits porte-clés, des petits goodies, parce que en fait, comme moi, je suis illustratrice, j'ai la possibilité de fabriquer ce genre de choses, donc pourquoi pas. Mais en vrai, pas totalement même offrir des petits cadeaux, parce que pourquoi pas, c'est toujours mignon, et puis en vrai, ça coûte pas trop cher à fabriquer, donc pourquoi pas. Voilà, et après, bah, je pense que j'en ai fini pour la compétition, je vais pas en dire trop non plus. Non. Ensuite, La euh, question c'était surtout comment vous voyez votre évolution. voilà. Bien. Bah, ensuite, on avait prévu du coup De nous diversifier en fait. voilà, nos diversifier. Pour ça, en fait, on a prévu des hors-séries qui sortiraient pendant les vacances de Noël et pendant les vacances d'été. Pour l'instant, on en est encore une fois au stade brouillon. On prévoit vraiment des gros numéros, enfin, des espèces de giga numéros de Dubster avec peut-être au format vidéo, peut-être au format audio. On réfléchit encore par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est clair qu'on aimerait changer de support pour. Bah, ce sera toujours du journalisme, pardon, mais sur un support différent du format écrit. Et bah, de ce fait, on va peut-être. Comment je pourrais dire ça? Mais c'est un peu dommage de rester sur format papier pour quelque chose qui parle de fandom. Oui, voilà, parce que le fandom, c'est quand même quelque chose de audio, et puis sur format écrit, bah, en fait, c'est vraiment ça, c'est une barrière qu'on s'était mis, mais du coup, voilà. C'est que par exemple, quand on veut publiciter un fandom, on peut pas le mettre directement dans le journal, il faut qu'on mette un lien sur le blog et puis que les gens ils aillent le voir, etc. Mais ça, voilà, et du coup, avec ce nouveau format, on espérait pouvoir proposer un format inédit, du coup, mais du coup, un format qui ne serait pas en format texte, et puis aussi, surtout, qui nous demanderait plus de moyens. Mm. Donc voilà, ce serait donc une espèce d'évolution qui, on espère, plaira aux gens et surtout qui on l'espère, sera qualitatif pour tous. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on parle de... Non, pas. Oui, puis aussi, On aura besoin effectivement de moyens. oui, voilà, aussi le dernier point au niveau évolution, c'est que personnellement, en tant qu'artiste, moi, ça me gêne de ne pas rémunérer les gens parce que malheureusement, pour Dubster, on est tous en bénévolat, on peut dire ça comme ça. Donc malheureusement, on n'est pas payé. Et donc en fait, l'objectif, ce serait de prochainement lancer un Tipeee ou un Utip afin de déjà dédommager tous ceux qui participent au journal parce que en plus, c'est pas qu'on l'a pété, mais on fait quand même un boulot formidable, nous tous. Voilà. En Donc tout cas, on bosse beaucoup. voilà, on fait surtout un travail qui est éprouvant et tout. Donc voilà, déjà, j'aimerais beaucoup pouvoir
déjà, comment dire, juste offrir un salaire aux gens quand même pour leur travail. Et puis aussi peut-être me servir du coup du Utip et du Tipeee pour peut-être financer les futures hors-séries qui sortiront afin d'offrir de la meilleure qualité. Et voilà, en fait, si je pouvais résumer tout ça, je dirais on essaierait de fidéliser un peu plus les lecteurs et aussi surtout de professionnaliser tout ça et de s'ouvrir un peu plus aux autres médias parce que pourquoi pas, on est ouvert à tout. Après tout, ce qui est bien avec le doublage amateur, c'est c'est qu'on a plein de supports différents et ça c'est beau. Voilà. Et puis oui, on en revient juste à ce qu'on disait. L'objectif, enfin vraiment l'idée de base de Dubster, c'est de rassembler un petit peu toutes les petites communautés de fandub et de voice acting amateurs. Donc, Tout en restant en contact avec le monde professionnel aussi. oui, aussi. Et donc oui, c'est pour ça qu'on pense que se diversifier dans les formats, ça nous permettrait de toucher plus de gens, en fait. Puis pareil aussi pour revenir sur la compétition, évidemment, réunir encore plus les gens, mais avec entre guillemets d'autres activités que simplement le doublage simplement. Parce que c'est pas parce qu'on est fan de Burr qu'on va que faire du doublage, pardon. Et du coup, avec les gens, on pourrait entre guillemets inviter plus de gens à venir pour s'amuser, etc. Puis créer une ambiance, comment je pourrais dire? Ah, je cherche un synonyme d'amusante. Convivial. Convivial, merci. Voilà. Une ambiance conviviale et puis voilà, simplement. Donc, lui, encore une fois, pour résumer, ambiance conviviale, professionnalisme, ouverture au monde, et voilà. Une communauté d'art, communauté pour les artistes. Voilà, exactement. De passionnés pour les passionnés pour l'instant. Oui. D'accord. Alors je suis en train de lire la dernière question et je sais pas je sais pas pourquoi j'ai mis cette question là. Bon la question que je voulais poser en réalité c'est quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent se lancer dans un projet de webzine comme le vôtre? Et je sais pas pourquoi cette question elle est tombée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, oui, c'est une amateur. Alors, Non, justement, dans un ah d'accord, du coup c'est sur le jeu. dans un web magazine, Alors, je dirais déjà, il faut trouver un. En fait, c'est comme tout, il faut d'abord trouver un concept qui nous plaît et sur lequel on peut dire beaucoup de choses et qui pourrait. Enfin, comment dire? Et qui pourrait générer plein d'articles, simplement. Simplement un projet sur lequel on est passionné qui permettrait de parler. Là, on va parler de la zen, vous pouvez parler de la zen, donc vous avez des choses à dire. Voilà, exactement. Ensuite, je dirais qu'il faut se trouver une équipe. Voilà, moi j'ai de la chance, j'ai trouvé très vite des gens qualifiés que j'adore beaucoup. Voilà. Et surtout, ne pas aussi hésiter à s'ouvrir à des inconnus. Voilà, parce que moi, par exemple, quand on a lancé le journal, il y avait des gens que je connaissais pratiquement pas qui sont venus. Oui, je connaissais presque pas. Voilà, par exemple, moi, Naomi, on se connaissait presque pas. Et puis, elle m'a dit, ouais, vas-y, je veux bien essayer. Puis, résultat, maintenant, on est super potes toutes les deux. Et on se complète bien. Et puis aussi, je dirais qu'il faut savoir très vite faire. Enfin, comment dire, calmez-vous toutes les deux. Je ne pas lever la main pour parler. Laissez-moi finir. Je dirais qu'il faudrait aussi, surtout, c'est bien très vite définir les tâches à faire. Voilà, bien s'organiser parce que déjà ne pas avoir honte de déléguer des tâches, ça c'est important. Ne pas hésiter à ne pas hésiter, arrêtez de me taper la tête. Ne pas hésiter à vraiment tout répertorier toutes les tâches à faire, même les plus insignifiantes, genre par exemple vérifier les messages, ce genre de choses-là, et tout déléguer. Et puis parce que vraiment plus on est égaux au niveau des tâches, mieux c'est. Ensuite, je dirais que le plus important, et ça on en a parlé au début, c'est la communication. La communication, c'est très important. Parce que, comment dire, simplement la communication, si on ne communique pas, c'est le meilleur moyen d'avoir des dramas. Donc dès qu'on a un problème, il faut en parler autour de soi, c'est important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme solution, comme conseil Sinon, parlons de délégué, on peut chacun donner un conseil. Oui. Attendez, j'ai plus un truc. Attends, regardez ce que j'avais à dire. Je réfléchis, je vais juste revenir sur quelque chose. Vas-y. On parlait d'une équipe avec laquelle vous vous sentez bien. Alors par contre, il y a une différence entre une équipe d'amis et une équipe avec laquelle vous allez travailler. Parce que vous pouvez avoir une équipe de potes, très bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont bien travailler. Quand on parlait d'attribuer des rôles ou d'attribuer des tâches et de déléguer, c'est-à-dire que on a des responsables de chaque département et chaque responsable doit attribuer vraiment des rôles et chaque personne en rentrant dans le journal, on s'est tous engagés à remplir ces tâches qu'on nous attribue.
Et on est là, même si on est une équipe de passionnés, on travaille presque comme des pros, j'ai envie de te dire. Enfin, si on avait un peu plus de savoir ou ce genre de choses, On peut dire qu'on est semi-pro. on est semi-pro pratiquement. On a cette passion, mais on a surtout cette ténacité et cette patience, on va dire. Et oui, moi je voulais surtout insister sur l'organisation. Mais vraiment, si vous n'êtes pas organisé, ça va juste partir dans tous les sens. Et si votre objectif est de devenir rédac chef, eh bien, faut pas hésiter à... Oui, donc il faut très bien s'organiser, il faut bien choisir son équipe. Et surtout, et Kana, je m'adresse aussi à toi, Hein. il faut pas hésiter à savoir taper du poing sur la table et dire, bon, au bout d'un moment, vous n'êtes pas d'accord, je suis le rédac chef, je prends. Assumer, Oui, alors, assumer son leadership en quelque sorte. Pardon? Assumer son leadership en quelque sorte. Exactement. voilà, exactement. Ça, c'est ma grosse lacune. Je reconnais. En fait, j'ose pas taper sur les gens. J'ose pas leur dire, tu fais de la merde. Enfin, non, ils ont pas fait de la merde pour l'instant, mais Parce que enfin, justement, voilà. si certaines personnes ne bossent pas de la façon dont vous attendez qu'ils bossent, Et oui, alors, par contre, les atteintes, hein, on est assez souple dessus. Hein. Comme on oui, dit, on est des bénévoles, et on n'est pas rémunérés, et on peut tous avoir des soucis. Le truc, c'est que, comme on dit, on s'engage à faire quelque chose à la fin d'une deadline, et s'il y a un souci, il faut le dire. Voilà. c'est ça. Et surtout, enfin, il faut pas avoir peur de vexer son équipe ou je sais pas quoi, parce que, a priori, si vous avez bien choisi votre équipe, tout le monde dans votre équipe sait qu'ils sont capables de faire des erreurs. D'ailleurs, ça c'est valable pour à peu près n'importe quel projet, pas forcément en web magazine. Donc n'importe qui est conscient et même doit être conscient que personne n'est parfait et même pas soi-même et qu'on peut tous faire des erreurs. Et donc si on part du principe que toute son équipe est consciente du fait qu'elle n'est pas parfaite, eh bien, le rédac chef n'a pas de gêne à avoir à faire une critique ou à dire, bon, bah là, t'as fait ça, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, je pense qu'il faudrait le faire différemment. Parce que si la personne en face se vexe, c'est pas vous le problème, vous ne faites que votre travail. Donc, Exactement. et si la personne ne peut pas supporter la critique, bah, il faut pas hésiter à aller la voir pour lui en parler et lui dire, bon, bah écoute, là, ça marche pas, on n'arrive pas bien à communiquer en interne, qu'est-ce qui se passe? Donc, faut pas hésiter en fait à poser les problèmes et essayer de les régler calmement. Et ça, c'est valable aussi bien pour un rédac chef que pour quelqu'un qui est membre d'une équipe comme ça. Quand il y a un problème, il faut en parler pour essayer de le résoudre. Parce que si on attend que ça se résolve de soi-même ou avec des non-dits dans le dos des gens et tout, ça finit juste par exploser et c'est pire qu'avant. Voilà. Ouais. Et quelque chose à rajouter? Parce que sinon, j'avais un truc à rajouter. Ouais. Très bien. Alors, et juste une dernière chose, parce que je réalise qu'on n'en a pas parlé, surtout, faites un planning. Mais vraiment, Oui. un planning et surtout, n'hésitez pas. Alors, ça, je m'en suis rendu compte surtout en fandom, donc j'ai appliqué ça du coup dans le journal Dieu merci. Faites des deadlines, comment dire, qui sont larges. Mais genre vraiment, n'hésitez pas, parce que par exemple, pour écrire des articles, je crois qu'on a un mois et demi pour les rédiger, un truc comme ça, je crois. Pareil, oui, voilà. Et pareil pour la bêta lecture, on a un mois et demi. Pour la publication, on a une semaine. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, même si ça prend beaucoup de temps, mieux vaut faire des deadlines larges, mais comme ça vous avez largement le temps, vous pouvez faire tout pépouse, plutôt que faire des deadlines courtes et puis vous retrouver 10 fois d'affilée en retard, etc. Il vaut mieux faire des choses larges. Ne pas se pousser à faire tout trop vite, et bah, même de manière générale, pas forcément en tout, même ne pas se pousser à tout faire trop vite, ne pas vouloir, même, là je parlais de deadline, mais je parle aussi de choses générales, ne pas se forcer à vouloir absolument faire comment dire, ne pas forcément se forcer à écrire un journal comme si on écrivait pour 10 000 personnes, par exemple. Parce que, par exemple, quand on a commencé le journal, alors ça je suis fautive parce que j'ai tendance à foncer tête baissée et puis après seulement me dire, attends, c'était trop tôt. Mais par exemple, quand on a commencé, j'avais tendance à vouloir faire de gros articles tout de suite, mais en fait, ça servait à rien il y avait quoi, 10 lecteurs au début, un truc comme ça. Franchement, n'hésitez pas à commencer petit, puis augmenter au fur et à mesure. Et puis pareil pour les deadlines, commencer, enfin même, c'est plutôt l'opposé pour les deadlines, commencer large et puis à la limite, si ça marche bien, rétrécir au fur et à mesure, au contraire agrandir. Juste dire aussi que votre journal, ça va être encore une fois une perpétuelle évolution. Un journal, ça reste jamais pareil. Vous pouvez vérifier sur n'importe quel journal connu, genre par exemple, je sais pas moi, Amsterdam, le Figaro par exemple. Le Figaro encore aujourd'hui il change. Non mais vraiment, pour de vrai. Donc ne pas hésiter à changer la formule, ne pas hésiter, même des choses que vous aimez bien mais que ça marche pas, si ça marche pas, tant pis, vous changez, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé, c'est bien.
Puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, simplement aussi ne pas avoir peur de l'échec. Voilà, parce que ça, c'est vraiment destructeur. Si on s'est trompé, c'est pas grave. Un échec, c'est pas un échec, c'est juste un essai qui peut être, comment dire, qui peut être. Qu'est-ce que vous faites avec vos bras? Excusez-moi, il y a deux petites personnes qui s'amusent à faire des bêtises à côté. Comment dire, une erreur, c'est pas une erreur, c'est juste un essai qui a échoué, mais qui pourra être réutilisé pour plus tard. Donc voilà, n'ayez pas peur de l'échec, voyez, allez-y progressivement, voyez large pour votre temps, et puis surtout faites-vous plaisir. C'était Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir, surtout c'est le plus important, ça c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est faites un sujet qui vous plaît, faites-le avec une équipe, comment dire, une équipe déterminée, ambitieuse et prête à travailler, et surtout avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez. Si vous avez des soucis, il faut en parler tout de suite, et voilà, c'est tout ce que Et je ça veux devrait dire. bien se passer. Et organisez-vous bien, et tout devrait bien se passer, vous allez vous éclater. Voilà. Alors, Justement, parce que premier conscient de tout ça, bah, vous serez parti, vous aurez un bon début, et puis franchement éclaté. Quand vous parliez à un moment des erreurs et à quel point c'est important d'en faire, ça me rappelle une phrase d'un certain Thomas Edison, il me semble que c'est Thomas Edison, qui avait dit justement: je n'ai pas échoué, j'ai trouvé des dizaines de façons de ne pas réussir. Oui, et ben, Thomas Edison a totalement raison. Voilà, c'est exactement ça. Regardez cette phrase Alors, de l'échec. S'il avait raison sur une chose, c'est peut-être ça. alors, je sais pas, Lucas pourra peut-être me rectifier parce qu'il connaît cette citation un peu mieux que moi. Mais je crois, oui, je crois. Alors pour être précis, il parlait de l'invention de l'ampoule. Ouais. Je ne sais pas combien de modèles différents il a fait précisément pour trouver le modèle final de l'ampoule à la connaissance qu'il a inventé, mais plus d'une centaine. Et du coup, il disait, je n'ai pas échoué X fois, j'ai trouvé X moyens de ne pas faire une ampoule. Ah, Voilà, merci Lucas. Mais du coup, ouais, voilà, donc comme il a dit, n'ayez pas peur des échecs, il n'y a pas d'échecs, il y a juste des essais ratés, c'est tout. D'accord. Eh bien, je pense qu'on peut maintenant prendre quelques questions du public. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question? Vous pouvez vous démute. J'avais une question. Skyla, vas-y. Bah déjà, enfin, pourquoi avoir choisi pour le doublage amateur et pas un autre domaine? Alors, déjà, merci pour ta question. Alors, le doublage amateur, c'est tout simplement parce que bah, moi, au départ, bah, je suis une fan de Buzz, donc une comédienne de doublage amatrice. Et bah, comme bah, justement, comme j'avais dit au début, en fait, moi, c'était surtout parce que au départ, le doublage amateur sur Internet, c'est quelque chose. Je cherche un synonyme pour sectaire. Élitiste Euh, plutôt, non? certes. Voilà, c'est plein de petits cercles fermés et en fait, il y a aucun moyen il y avait aucun moyen de réunir les cercles. Et aussi, je trouvais que, bah déjà, du coup, c'était pour réunir tout le monde. Et aussi parce que, en fait, le doublage amateur, il y a tellement de choses à dire en vrai parce que, en fait, c'est une technique, donc il y a des choses à apprendre sur cette technique, je dirais. C'était peut-être ça que tu cherchais. Obscur, oui, on peut dire ça aussi. En fait, c'est vraiment c'est une technique en fait, où on peut apprendre plein de choses et qui vont nous servir ensuite à plein d'autres choses. Comme par exemple, je sais qu'il y a des gens qui utilisent des techniques pour faire du fandub, pour faire du cover par exemple. En tout cas, pour gérer les micros, tout ça, tout ça. Oui. Voilà, et en fait, il y a aussi plein de gens qui se partagent comment dire, des conseils entre eux, des conseils techniques qui peuvent servir à plein de monde. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir un endroit pour centraliser tout ça. Donc bah, voilà, déjà il y avait ça. Et puis aussi au niveau simplement des annonces notamment, parce que les annonces, les castings, tout ça, on n'avait pas de moyen pour centraliser tout ça. Donc je me suis dit, le journal, pour moi c'est le meilleur média pour ça, parce que le journal déjà on peut diffuser des tutoriels, on peut diffuser des interviews pour publiciter des gens bah, qui ont le mérite d'être de très bons fans de beurre. Et heureusement, nous on en a beaucoup. Ensuite, on avait de quoi faire des critiques aussi, parce que en vrai, on n'avait pas, c'est un truc qui est aussi assez agaçant avec le fandub, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas le moyen d'avoir des retours entre guillemets, je vais pas dire constructifs, parce qu'on peut en avoir des constructifs sur YouTube, etc. Mais il n'y a pas moyen d'avoir juste un retour global et vraiment bien centralisé, je peux dire ça comme ça. Parce que les commentaires YouTube, je pense qu'on est d'accord que ça se noie très vite, malheureusement. Enfin, il manquait cette base, Cette stabilité. cette stabilité au Voilà. fandom que d'autres médias
la musique, il y a plusieurs sites web, plusieurs moyens de se regrouper. Ah, c'est pas ça? C'est pas parce qu'il m'avait pas plusieurs sites web ou même pour le cinéma, les forums fonctionnent bien, mais pour le fandom, il y avait vraiment un problème de visibilité, que ce soit pour les directeurs artistiques, les comédiens, les ingénieurs. Il y a beaucoup plus de communauté de ce côté-là, du côté du cover, en fait, que je peux le savoir, je suis un peu en plein dedans. Du côté du cover, il y a beaucoup plus de grandes personnalités de chanteurs, en fait, qui peuvent créer une communauté pour d'eux. Pour le fandom, il y a quelques personnalités, mais qui ne sont pas autant connues, ou en tout cas qui ne font pas je vais pas dire effort, mais qui font pas qui n'amassent pas autant de personnes autour d'eux. Bah, je dirais surtout, c'est qu'ils n'ont pas de... Retake, peut-être. Ouais, mais je dirais surtout, c'est qu'ils n'ont pas de plateforme vraiment ouverte à tous. Parce que, par exemple, Retake, alors on n'a rien contre Retake, au contraire, on les adore. Et Retake, par exemple, c'est un groupe de comédiens et... de comédiens, oui, de comédiens, je ne sais pas pourquoi j'ai continué ma phrase. C'est un groupe de deux comédiens, alors que Dubster, on est un groupe de comédiens, mais on ne fait pas forcément que du doublage entre nous. En fait, on est vraiment plusieurs comédiens qui sont ensemble et puis après qui peuvent faire des choses entre eux ou alors vraiment chacun dans son coin. Et du coup, c'est pour ça en fait, on n'avait pas, voilà, en fait, on n'avait pas de communauté qui n'était pas en fait genre des gens regroupés autour de plusieurs fans de beurre qui doublent entre eux, mais on n'avait pas de, jusqu'à Dubster en tout cas, on n'avait pas de communauté de juste des fans de beurre pour des fans de beurre et ça comme ça. Donc, si on peut résumer, c'est Mais vas-y, fais-le parce que j'ai du mal à. De un, parce que c'est notre passion, à tous, on est plusieurs comédiens. De deux, parce qu'il nous manquait ce contact entre comédiens et entre créateurs. Et de trois, pour se créer une plateforme. Voilà, exactement. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ça répond, tout va bien? Pas de réponse, bonne réponse. On l'a endormi? Non, attends. Skyla, tu peux te démute pour répondre. Ah, pardon, oui, non, c'était une excellente réponse, pardon. Merci beaucoup. Mais de rien, c'est nous qui te remercions. Mais c'était aussi une excellente question, Skyla, voyons. Bah oui. Mais en soi, c'est moi qui ai posé la question, pas elle. Bah, Lucas, vu que tu t'es démute, est-ce que tu as une question à poser? Alors oui, mais bon, vu que moi je pose souvent des questions compliquées, est-ce que tu crois qu'elles sont prêtes pour ça? Tranquille. Tu peux y aller, vas-y. Au pire, on essaiera de voir. D'accord. Alors c'est une question qui est un sacré boulevard. Alors je pense que si vous y répondez entièrement, on est encore là à 15 heures. Mais globalement, comment dire, l'état de la saga audio en francophonie, c'est un état un peu à part dans le sens où ça reste, enfin malgré le fait qu'il y ait certaines piques qui touchaient un public plus large, genre bon, disons au hasard Reflet d'acide ou Noël Buck. Globalement, les sagas audio sont c'est un médium qui est assez qui est encore aujourd'hui réservé à un public vraiment de niche. C'est très une saga audio qui a du succès sur disons YouTube au pif, c'est une saga qui a 1000 vues. Et je me posais la question, c'est à quoi vous croyez que c'est dû ce statut un peu à part du médium? Déjà, c'est quelque chose auquel on a pas mal réfléchi dans le journal, c'est qu'une saga audio, c'est quand même assez différent du doublage, dans le sens où le doublage, par définition, s'appuie sur une image, alors que une saga audio, comme son nom l'indique, on a juste deux audios, éventuellement une illustration, mais pas grand-chose de plus. Et déjà, je pense que si c'est un peu plus marginal, en somme, enfin, si j'ai bien compris ta question, Oui. je pense que... Merci. Je pense que c'est parce que on est très habitué, de façon générale, à avoir des divertissements très imagés, en fait. Visuel. Oui, visuel, voilà, merci. De rien. Comme le cinéma, comme des émissions, la télé, exactement. Du coup, je pense que le doublage est déjà plus accessible que la saga audio, étant donné que c'est un format qui s'approche beaucoup plus de formats auxquels les gens sont familiers de façon générale. Et puis pour le doublage, en fait, le doublage amateur, ça peut aller de je suis devant un jeu vidéo, je lis les dialogues, il y a la place des personnages. Et on peut faire ça n'importe où à partir du moment où on a des sous-titres et une vidéo. Pour ce qui est de la saga audio, c'est encore décalé parce qu'il y a ce côté radiophonique. Ça a le côté un petit peu décalé de la radio.
déjà la radio, j'ai envie de te dire, je sais pas trop s'il y a de moins en moins de monde qui écoute la radio. Je pense, oui. Et déjà la télé a pris beaucoup plus le pas sur la radio. Et la radio, ils ont essayé de redynamiser. Les podcasts, tout ça, ça relance de la mode de nouveau. Mais tout ce qui est de la saga sphère, qui est un petit peu underground, on va dire, c'est tout ce qui déjà ne relève pas des grandes stations de radio, qui déjà est assez de côté, mais qui en plus est une culture purement internet. Vraiment, la première saga MP3 dont j'ai vraiment entendu parler, c'était Nullbuck. Et ça se basait sur des jeux de rôle qui, déjà, en plus, dans les années 2000, étaient déjà une sorte de communauté niche. Alors, ça s'est beaucoup développé, les jeux de rôle, tout ça, en partie grâce à Nullbuck, j'ai envie de dire. En tout cas, en France, déjà en France, le principe des jeux de rôle était compliqué. La radio, on a un sacré héritage. Il y a encore, on combine en fait Internet, la radio, la culture geek ou la pop culture, et on a un sacré mélange qui parle quand même plutôt à une communauté de niche, on va dire. Oui. Et aussi parce que c'est moins accessible de créer une saga MP3 plutôt que de faire du fandom, effectivement. Pour faire une saga MP3, il faut se visualiser, il faut déjà écrire un texte. Ouais. Un texte qui, de un, il ne soit pas chiant, et de deux, qui soit assez visible, en fait, qui soit pas un roman, qui soit vraiment des dialogues. C'est déjà compliqué d'écrire des dialogues. Oui. Pour tous ceux qui seront prêtés à l'exercice de l'écriture, écrire une aventure d'un narrateur extérieur, je trouve ça plus facile. Créer des dialogues qui ont du sens, qui sont visibles, qui peuvent suivre. Et alors déjà, à la lecture, c'est compliqué d'écrire des dialogues, mais en plus, pour une saga MP3, où il faut préciser chaque personnage qui a une voix différente et qui en plus doivent avoir des interactions et dont on ne voit pas les actions, dont on doit les décrire à l'héritage, c'est un exercice relativement compliqué déjà d'écrire une saga MP3. On ne dirait pas comme ça, étant donné qu'on se dit, le doublage, il faut aussi que je gère toute la partie image et tout. Mais je dirais qu'en termes de réalisation, la saga audio est plus complexe, même si elle n'en a pas l'air, étant donné que il faut qu'absolument toutes les informations puissent passer par l'audio, en fait. Uniquement par l'oreille. Et alors, l'esprit humain est quand même sacrément puissant parce qu'il peut se créer des images pas rien qu'avec les sons. Mais il faut l'aider un peu. Oui, voilà. Ah oui, aussi au début des années 2000, une des grosses difficultés de la saga Sphère, ça a été de trouver des acteurs. Souvent, c'était des personnes seules qui... Now recording. Désolé, il y a une petite erreur de bot. Moi, je voulais juste rajouter... Pardon. Oui, pas de souci, vas-y. Je voulais rajouter un petit truc parce que vous parliez justement du fait que c'était beaucoup moins que la saga audio était beaucoup moins multimédia que le fandom. Mais en plus j'ai remarqué que les deux sagas audio qui sont le plus citées, c'est-à-dire Nullbuck et Reflet d'Acide, c'était en plus d'être des sagas audio qui étaient arrivées en tant que précurseurs, c'était aussi des sagas audio qui sont devenues transmédia, dans le sens où ça a été complété par une bande dessinée, un jeu de plateau pour Reflet d'Acide, des musiques du Naal Band, le groupe Café Poc juste à côté. Donc il y a tout ça qui s'est complété, c'est pas juste la saga audio. Est-ce que justement le transmédia serait pas l'avenir de la saga audio? Peut-être? C'est vrai que c'est une piste intéressante. Et ouais, en fait, je pense que le problème, entre guillemets, de la saga audio, c'est son accessibilité, en fait. Parce que moi, je m'intéresse pas énormément à la saga audio. Et là, comme ça, je serais pas capable d'en citer beaucoup. J'en connais presque pas, en fait, des sagas audio. Netophonics a beaucoup aidé sur ce côté-là. Beaucoup de sagas MP3 qui n'étaient justement pas transmédia. Nullbuck était déjà connu même avant qu'il fasse la tournée d'Alban. Oui, pour le coup, je pense que Nullbuck, je pense que justement le transmédia de Nullbuck est venu de la popularité et pas le contraire. C'est ça. Pour GPX, la BD a beaucoup aidé. Mais aussi les collaborations entre les sagas. C'est-à-dire que Reflet d'Acide, il y a eu des caméos dans à peu près toutes les sagas MP3 qui étaient connues à l'époque. Donc Démon du Rire, il est passé dans Adoprix-Toxis, je le citais. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et aussi beaucoup sur la présentation des sites web. On va pas À partir du moment où une saga MP3 veut vraiment un site web et pas juste une page, un forum ou Netophonics, il y a cette présentation en fait. C'est à partir du moment où on donne les moyens pour qu'un média soit connu. Mais c'est relativement compliqué, on ne va pas se le cacher quand même. Oui. Voilà. D'accord.
Est-ce que ça répond à ta question, Lucas? Parfaitement, merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Moi, merci. J'ai une question. Ouais, vas-y. Coucou. Donc, oui, la question, ça serait, comme vous vous invitez souvent dans des interviews ou dans le journal des fan-dubbers, des personnes qui font du fan-dub sur Internet, on a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de doubleurs professionnels qui venaient également sur YouTube ou sur Internet pour faire des streams ou pour inviter d'autres doubleurs. Je prends par exemple le cas de Donald Renew, de Brigitte Lecordier ou de Dorothée Pousseau. Est-ce que vous comptez aussi peut-être un jour les inviter aussi dans le journal, pas pour des interviews, ou même pour des petites participations ou des petites présentations. Voilà, c'est ma question. Alors, ben justement, est-ce qu'on tease? Est-ce qu'on tease? Alors, j'ai envie de te dire, on a déjà teasé. Au moment où on a- Alors, en fait, justement, tout à l'heure, je parlais de hors-série qu'on avait prévu de faire pendant les vacances d'été d'hiver. Et bien, justement, en fait, le premier hors-série qu'on songeait à faire, c'était un hors-série justement sur les sur le doublage pro, plutôt, de manière générale. Et on a réussi à choper quelques mails de certains comédiens. Est-ce qu'on dit les comédiens ou pas? Non. Non, d'accord, on ne dit rien pour l'instant. Mais en tout cas, Numéro. oui, quelques numéros aussi. Mais en tout cas, c'est clair que oui, ce serait l'une de nos ambitions, pardon, ce serait vraiment de proposer un hors-série parce que quand même, le but de Dubstar quand même, c'est de parler du travail amateur et semi-professionnel quand même parce que c'est le principal pour nous. En plus, petite parenthèse, en fait, il y a déjà beaucoup de sites qui parlent du doublage pro, donc je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de nous pour faire de la publicité. Donc voilà, mais vraiment notre ambition, ce serait un jour de sortir un gros hors-série, peut-être en vidéo, peut-être en audio, on ne sait pas encore. En tout cas, un gros hors-série dans lequel on parlerait de doublage pro, on ferait des interviews de comédiens, et franchement, si ça pouvait arriver, déjà, ce serait vraiment génial pour nous. Puis on espérait vraiment pouvoir partager l'expérience des comédiens professionnels aux fans de beurre. Et puis juste voilà quoi, en tout cas, ce serait notre ambition de parler de doublage pro. Nalomi, tu veux dire quelque chose? Enfin, j'apporte juste peut-être une petite limite, dans le sens où Dubster, son essence, c'est vraiment le doublage amateur. Donc, oui, non, mais je dans le sens où je pense qu'on ne parlera jamais de doublage professionnel dans le journal principal de Dubster. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Au maximum, ce serait le doublage semi-pro, vraiment, réalisé pour des fans par des fans. Voilà, c'est le grand maximum. Il pourra peut-être nous arriver de parler de comédiens professionnels, mais dans le sens où ils font du fandom. Mais pas avec je pense que vous ne verrez jamais une interview de Donald Renew pour ses doublages professionnels dans Dubster. Voilà. Par exemple, dans leur série peut-être, mais pas dans Dubster. Par exemple, ça arrivait dans l'un des numéros, je crois qu'on avait parlé d'Oshikuzu, qui avait réussi à avoir Page dans son fandub. Voilà, ça c'est le gros maximum que vous verrez dans Dubster, par exemple. Voilà. D'accord. On avait juste fait une mention, puis basta. Voilà, est-ce que quelque chose à ajouter? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette information. Mais de rien, Hugo. Vous avez vu comment il nous extorque du teasing là? Bon, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre question? Personne. Soyez pas timide, ne mord pas. Ah, c'est un petit. Pas trop Non, fort. non, là il mord, nous autres non. Personne? Je prends ça pour un non. Bon, eh bien, on va clore la conférence sur cette dernière question. Merci à tous d'y avoir assisté et merci à vous, toute l'équipe de Dubster, de vous être prêtés au jeu. Merci à vous de nous avoir invités, surtout c'était super sympa de votre part. En plus, c'est la première fois qu'on fait une conférence, donc je pense qu'on s'est bien débrouillé quand même. Oui, Voilà. oui, on a eu quelques petites erreurs techniques, mais ça fait partie du jeu. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ou quelque chose? Une petite pensée pour les membres de Dubster qui n'ont pas pu être là. Voilà, on les aime quand même. C'est très triste dit comme ça. Je passe un petit coucou à Navras parce que lui, je le connais personnellement, mais ouais. On lui transmettra ce soir, on le voit ce soir. Ouais, il aura par la rediff. Hein. Puis aussi, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? En tout cas, merci à nos lecteurs qui sont actuellement ici, qui nous ont rejoints pour cette conférence. Vous êtes adorables, on vous aime très très fort. Vous aurez un point bonus pour la compétition, non je plaisante. Et on espère aussi compter de nouveaux lecteurs parmi ces auditeurs, peut-être. Voilà. Parce qu'en vrai, sérieusement, encore une fois, on
l'a déjà dit au début, mais Dubster, c'est un journal sur le voice acting amateur. Évidemment, c'est ouvert à tous. On a fait en sorte que le journal soit accessible aussi bien aux doubleurs amateurs qui font ça depuis des années, aussi bien à ceux qui n'en ont jamais fait, mais qui seraient curieux de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas, on est une communauté très conviviale et puis on fait le maximum pour que tout le monde se sente bien. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez nous lire comme vous voulez, on est là. Voilà. On a un serveur Discord sur lequel vous pourrez nous poser des questions. Donc juste rencontrer d'autres comédiens. Voilà. Puis aussi on a un Twitter où, comme on a dit, on diffuse des infos très fréquemment. Donc n'hésitez pas à passer nous faire un coucou. Il n'y a pas de souci. On est ouvert à tous. Ça marche. Bon, eh bien, merci. Encore une fois, merci à tous d'avoir assisté à la conférence. La prochaine sera, du coup... forcément, j'ai pas les horaires sous les yeux. J'avais tout préparé sauf ça. En plus, c'est moi-même qui fais le planning, donc honte à moi. Voilà. Le 17h. C'est ça, de 17h à 18h30. Donc, l'Anneau Maudit, une légende germanique à l'origine de nombreux romans de fantasy. Donc, c'est par Steffi Wolf. C'est à 17h, de 17h à 18h30. Venez nombreux. Et pour les autres, bonne fin de première journée.